Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, il y a de la joie. C'est le programme que vous propose Greg Houben, chanteur, trompettiste, comédien. Il rend un hommage remarquable à Charles Trenet. C'est un très bon spectacle de fin d'année que vous pouvez voir au théâtre Le Public. Notre deuxième invité, c'est Alain Zenner, ancien avocat, curateur des Forges de Clabec, donc un monsieur très sérieux, qui propose un ouvrage qui s'appelle La Côte belge de Knock à la panne. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? C'est à moitié, c'est en partie un roman, c'est du documentaire, c'est de l'histoire, c'est de la fiction, un beau mélange, on en reparlera avec lui. Et puis on aura comme troisième invité Beau Reynaud qui présentera son spectacle Biche de Ville dans les prochains jours au Wall à Woluwe-Saint-Pierre, spectacle qui parle notamment de notre identité. Qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Nous sommes les spectateurs de Connaissez-vous. Nous accueillerons Asma Solista dans le micro ouvert et nous sommes partis. Bonjour Greg Houben. Bonjour. La promo, la télévision, faire un peu de marketing de ces spectacles, c'est un exercice agréable ou pas trop? Oui, c'est très agréable, surtout que je découvre le plateau, que je ne sais pas où je dois m'asseoir. J'imagine plus ou moins par là. Ouais. Vous voulez vous asseoir tout de suite? Ah non, je peux rester debout. Ouais. On peut vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, alors je m'appelle Grégory Houben, mais on me surnomme Greg Houben. Et puis alors moi, je suis né à Verviers, dans cette délicieuse petite ville de la province de Liège, Verviers, qui veut dire vert et vieux. Je suis né d'une maman organisatrice de spectacles, qui travaille au Centre culturel de Verviers. Elle a fait beaucoup pour la jeunesse, et puis d'un papa qui est saxophoniste de jazz, qui s'appelle Steve Houben. Et voilà. Et moi-même, je suis trompettiste. J'ai fait mes classes à l'Académie de Verviers, et puis après au Conservatoire de Bruxelles. Je suis trompettiste de jazz. Et par la force des choses, je suis devenu un peu chanteur, un peu comédien, et un peu, voilà. Est-ce que vous tenez facilement en place? On vous voit beaucoup bouger là. Mais c'est parce que je suis un peu perdu. Mais j'aime bien. Connaissez-vous, connaissez-vous, connaissez-vous. Je tiens rarement en place, non. C'est vrai que j'ai besoin de faire beaucoup de choses, d'aller à gauche, à droite. Je suis très curieux et je vais là où ma curiosité me mène et mon amour et ma joie me mènent. Ouais. C'est pour ça aussi que vous faites un petit peu de tout, enfin de tout, en tout cas de la trompette, du chant, de la comédie. On a pu vous voir dans des tournages aussi. Oui, voilà, parce que je crois que c'est ma curiosité. Et puis le fait que j'ai un papa qui est musicien, une maman qui était organisatrice de théâtre, et entre les deux, mon cœur balance. Donc je ne me suis jamais vraiment éloigné ni de l'un ni de l'autre. J'ai commencé par faire du théâtre à l'Académie de Verviers quand j'étais adolescent. Et puis je suis parti 2 ans au Brésil habiter. Et là, la musique m'a rattrapé. Donc je suis vite rentré pour faire le conservatoire de Bruxelles en musique. Et voilà, je reste, je vais là où mon cœur me mène, si vous voulez. Allez, je vous propose de vous asseoir. Vous allez prendre la place la plus à gauche sur la banquette. C'est près du livre? Voilà, près du livre. Exactement. La place la plus à gauche, près du livre. Vous avez parlé de joie, de plaisir. Il y a une dimension quand même assez épicurienne dans votre personnalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aime la vie, quoi. J'aime la vie, j'aime faire à manger, j'aime l'amitié, j'aime l'amour, j'aime tout ce qui est bon, quoi. Et c'est facile de trouver ce qui est bon ou c'est une lutte de tous les instants? Ça devient de plus en plus une lutte dans le contexte actuel, mais je pense que c'est une bataille qu'il faut mener jour après jour. Et comme le disait Charles Trenet très bien, il faut toujours garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. Alors, on va parler de Charles Trenet, justement, parce que c'est lui que vous mettez à l'honneur dans un spectacle qui s'appelle Il y a de la joie, que vous présentez au théâtre Le Public. Ce sera jusqu'à la fin de l'année. Je pense même que vous allez jouer à Noël et au Nouvel An pour ceux qui cherchent à avoir de la joie dans ces moments-là. Vous aviez déjà fait un spectacle sur Jacques Prévert. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a une sorte de suite. Il y a une sorte de suite, j'en sais rien. Ah oui, parce que c'est des spectacles d'auteur où on met un auteur en lumière.
Ici, je suis seul à défendre le texte de Trenet, alors que j'étais avec mon comparse Nicolas Beuys pour Prévert. Alors ce spectacle-ci est bien plus musical que celui de Prévert, et c'est pour ça que je me suis octroyé la présence de mes magnifiques collègues musiciens qui sont Quentin Liégeois et Cédric Raymond. Donc c'est mon trio de jazz, si vous voulez. Donc c'est bien plus musical que Prévert, qui était plus basé sur des textes et quelques musiques, mais beaucoup plus des textes. Alors je vous propose qu'on voit un premier extrait de ce spectacle. Vous ne partirez pas sans un peu de... Il y a de la joie, au revoir les jouvencelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chavirer, chancelle, c'est l'amour. Qui fait avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Au revoir les hirondelles, il y a de la joie partout. Oh, vous allez rentrer chez vous, hein. Et quand ça ira un tout petit peu moins bien, vous allez écouter Monsieur Trenet, vous allez chanter Monsieur Trenet. Vous savez, il faut toujours garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. Il y a de la joie dans votre visage, il y a de la joie dans vos cheveux, il y a de la joie dans vos chaussures, il y a de la joie dans vos poches. Alors vous apprenez cette joie, vous montez l'escalier avec, hein, et vous traversez le bar, vous allez à la librairie et vous la dispersez cette joie. Et dans la rue et chez vous et chez vos amis, il y a de la joie et surtout vous la chantez. Oui, il y a de la joie. Au revoir les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la... L'ingénieur du son plie la table de mixage, il baisse le son si bon qu'il fut bon. Voit l'éclairagiste qui tient les projecteurs, il rallume la salle, on voit les spectateurs. Les bons musiciens débranchent leur guitare, ils s'en vont légers en direction du bar. Les dirlots sont heureux, leur théâtre est vivant, le comptable est content, on ne parle plus d'argent. Il y a de la joie, c'est fini mais il y a de la joie. Oh. La ministre n'est pas venue, et c'est très bien comme ça, ça ne nous empêche pas de chanter ici-bas. Le metteur en scène est pétri de bonheur, il est rassuré, il n'y a plus besoin d'avoir peur. Miracle sans nom, belle du côté jardin, on peut voir l'ouvreuse nous prenant par la main. Livre de ciel bleu, de chansons d'œuvres d'art, elle emmène tout le monde en direction du bar. C'est fini, c'est vraiment fini, on se lève, on prend sa joie et on rentre à la maison avec toute cette joie. Vous le partirez. Je vous vois joyeux. Alors on a commencé par la fin, d'abord parce que c'est le titre du spectacle, il y a de la joie, ouais. Et aussi pour voir jusqu'où vous allez nous emmener. C'est ça le but, c'est qu'on ressorte avec la banane? Mais oui, on s'est posé la question avec Éric Destar qui a mis en scène le spectacle. Que je connais depuis longtemps, par quel biais on allait attaquer Charles Trenet, parce que c'est un personnage complexe, il y a un biais peut-être politique aussi, familial et tout ça, et puis on s'est dit que dans le contexte actuel, encore la meilleure chose à faire, c'était de parler, de mettre la joie au centre de la table et des conversations, de ne pas se poser la question, de faire un accueil universel, de faire on accueille tout le monde, c'est le grand accueil, et c'est ça qui est magnifique. Et je pense que la joie maintenant, ça devient vraiment un acte presque de rébellion, quoi. C'est une arme dont il faut se munir au jour le jour. Dans l'extrait qu'on vient de voir, donc là il y a un petit peu de liberté dans les paroles, hein. Vous avez réécrit en grande partie le texte de Charles Trenet, mais c'est la seule exception. C'est-à-dire que les autres titres que vous allez interpréter, c'est vraiment du pur Trenet, mais l'orchestration va être différente par rapport à la version originale, évidemment.
Oui, alors il y a de la joie, c'est vraiment le titre qu'on n'a pas voulu chanter, même si on le chante, mais pas avec les paroles intégrales, parce qu'il parle de Paris, de Tour Eiffel, qui va à cheval sur la Seine et tout ça. Et si on ne trouvait pas ça très très intéressant de dire ça maintenant. Mais toutes les autres sont respectées à la lettre, et c'est ça qui est génial, c'est la diction de Charles Trenet. Je ne dis jamais un mot pour un autre, et tout ça, c'était vraiment un grand travail pour moi de diction et de mémoire aussi pour ce spectacle. Alors, vous avez un énorme charisme, Greg Houben. On regarde comme cette affiche. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait une petite ressemblance physique avec Charles ou pas? Ah bah oui, c'est pour ça que ça m'a amené à faire ce spectacle, parce que moi je fais aussi mes chansons de temps en temps. J'ai fait 2 disques de chansons à moi. Et alors après mon tour de chant, enfin si on peut encore dire tour de chant, parce que c'est très ringard de dire tour de chant. Charles Trenet aurait dû tir de chant. Oui, il l'aurait dit. Mais monsieur Houben, mais vous me faites penser. Alors il y a 2 choses. Parfois c'est Bourvil et parfois c'est Charles Trenet. Et puis alors Éric de Starck, à chaque fois qu'on se croisait dans les festivals, etc., ou dans les théâtres, il me disait, mais à quand est-ce que tu fais ton spectacle sur Trenet? Et la dernière fois, on s'est vu à Hasbrook, en France, dans le nord de la France, et je lui ai dit, je l'ai pris au mot, j'ai dit, quand tu feras ma mise en scène? Et il m'a dit, chiche. Et alors, on a trouvé une production qui est le théâtre le public, et puis alors, comme ça, de fil en aiguille, on s'est lancé là-dedans. Et boum, ça donne, il y a de la joie. Et boum, c'est le titre qu'on écoute maintenant. Le vent dans les bois fait et la biche aux abois fait mais la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac mais boum quand notre cœur fait boum tout avec lui dit boum l'oiseau dit boum c'est l'orage boum l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum. Le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum boum. Le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum boum. Greg Houben et Boum de Charles Trenet. Je voudrais qu'on dise un mot des 2 musiciens que vous avez déjà cités. Il y a Quentin Liégeois qui est à la guitare et il y a Cédric Raymond qui était là à la contrebasse mais qui va jouer aussi du ukulélé et qui est multi-instrumentiste. On sait qu'il joue du clavier par ailleurs. Il vous accompagne magnifiquement bien. Et vous retrouvez il y a du swing dans tout ce que vous faites pendant tout ce spectacle. Est-ce que le swing était déjà dans la musique de Trenet ou c'est vous qui l'avez trouvé? Ah non, il était déjà là. C'est Trenet qui a apporté un peu le swing en France et qui a apporté cette mouvance des États-Unis dans la chanson française. D'ailleurs, tous les contemporains de Trenet le disent, hein, que sans Trenet, la chanson ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Il lui voue un respect extraordinaire, que ce soit Aznavour et même jusqu'à Higelin, qui le vénère aussi. Donc en fait, ce qui s'est passé avec ces 2 musiciens-là, qui sont non seulement des collègues, mais des amis de longue date, puisque nous sommes rencontrés au Conservatoire de Bruxelles,
On joue ensemble depuis 20 ans, donc il y a une connivence qui est extraordinaire. Et on s'est retrouvés dans mon studio à Liège, dans un ancien cinéma. J'en ai fait des salles de répétition. Et on a travaillé pendant 10 jours la musique de Trenet, donc pour les réarrangements, etc. Parce que Trenet, c'est très orchestré aussi. Hein. On entend toujours des versions de Charles Trenet avec des orchestres philharmoniques, etc., etc. Et les moyens de l'époque étaient magnifiques. Et nous, on en a dû faire une réduction, si vous voulez. On est un peu dans la décroissance, ce qui est une valeur... C'est la version de poche. Oui, c'est ça. C'est une version décroissante, qui est une valeur qu'on aime bien défendre pour le moment. Et oui, la version de poche, mais donc avec toutes les petites inventions qu'on peut trouver, tous les réarrangements. On a fait, par exemple, Que reste-t-il de nos amours en version bossa nova. On a réarrangé, et puis alors ça devient des petits objets très savoureux, chaque chanson. Et donc c'est mon trio de cœur, quoi. C'est vraiment ces deux-là. Je ferai le tour du monde avec eux, tellement ce sont des gens, des musiciens d'une qualité incroyable, et puis des personnes humaines aussi d'une qualité fantastique. Ouais. Charles Trenet, c'est quand même les années 40, 50. Ouais. Vous n'étiez pas né. Comment est-ce que vous arrivez à vous réapproprier ce répertoire? C'est quand même pas la musique que vous écoutiez quand vous étiez ado, Greg Houben. Non, surtout que mon père, il faisait du jazz moderne, comme on appelle à l'époque. Donc, pour moi, c'était un peu déjà... Enfin, pour lui, Charles Trenet, c'était un peu du jazz à papa. Donc on n'écoutait surtout pas Charles Trenet, on écoutait John Coltrane et Miles Davis. Vous comprenez bien que Charles Trenet, c'était un peu ringard. Et puis, de ma ressemblance avec Charles Trenet, je me suis plongé dans son œuvre et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, quoi, toute cette poésie. Et je trouve que c'est un tragédien, Charles Trenet. Il parle en fait sans cesse de la mort. Quand il parle de la joie et de la vie, il parle inévitablement de la mort tout le temps, avec un sourire extraordinaire. C'est ça qui est trompeur. Et c'est trompeur, parce que les arrangements sont toujours très joyeux, la manière dont son sourire plaqué, comme ça, avec son doigt en l'air, on croit. Et alors, on passe à côté de la vraie chose, parce qu'il parle que de tragédie. Et donc, quand on fouille un peu, et c'est ça le travail qu'on avait envie de faire, c'était de réinterpréter les paroles pour que le public puisse avoir une autre vision des paroles de Charles Trenet. Et quand on a l'interprète devant vous, parce qu'on a la chance de jouer dans une salle aussi très intime, au Théâtre Le Public, donc je suis à 2-3... Le dernier spectateur est à 5 mètres de moi, et donc il y a comme ça une oreille qui est plus attentive peut-être à d'autres choses que chaque fois le Charles Trenet qu'on connaît et qu'on croit connaître. Ouais, voilà. Et ben on va avoir justement une démonstration de ce que vous venez de dire, très précise. Je chante. C'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer. Oui, votre compte est bon. Non, ficelle. Tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit. Depuis, je chante. Je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur les chemins. Je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin. Greg Houben, en fait elle est dramatique cette chanson, la ficelle dont on parle dans le bout qu'on vient d'entendre, c'est celle avec laquelle on se suicide, c'est un vagabond, il a été arrêté par les gendarmes. Et vous avez eu l'intelligence de ralentir le début, ce qui donne un côté assez dramatique. Là on a vu la fin où ça s'accélère, mais je vais être très franc avec vous, j'ai eu une révélation, c'est la première fois que je comprends les paroles de cette chanson, que j'ai pourtant entendu des dizaines de fois quand j'étais enfant. Dieu soit loué, enfin. mais oui, donc c'est très dramatique en fait, les textes de Trenet. Vous n'êtes absolument pas le seul, je pense que la majorité
parce que c'est quand on entend la version de Trenet, c'est très joyeux, évidemment. C'est là où je dis que c'est en fait. Oui, c'est là où je dis que c'est tragique, comique, c'est tragique, en fait. Parce qu'il était tellement hanté par la fin des choses. Par les fleurs qui fanent, par le temps qui passe, par les souvenirs qu'on ne peut plus racheter. Il était hanté par ça. Si bien que, très très sérieusement, il adorait les fleurs en plastique. Parce qu'au moins, celles-là, elles ne fanent pas. Et vous savez que, plus sérieusement encore, il les plantait à côté des fleurs naturelles dans son jardin du sud de la France pour que les fleurs naturelles les copient et qu'elles aient un exemple d'éternelle jeunesse comme ça. Enfin, s'il était complètement obnubilé par ça, ce que je comprends aisément. On a tous un rapport particulier avec la mort et le temps qui passe. Ouais. Et on va rappeler aussi que Charles Trenet était homosexuel dans une période où c'était compliqué de l'assumer, qu'il y a eu des polémiques, des procès, des condamnations. Oui. Je voudrais encore un dernier mot sur le choix des titres, parce qu'il y a, je ne sais pas combien vous faites, 7-8 chansons, je pense, un peu plus. Plus, je pense qu'on est plus à 12, 13, oui. Mais il n'y a pas deux titres majeurs de Charles Trenet qui sont Douce France et Ménilmontant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi cela ? Eh bien, ça nous paraissait moins universel et moins... Alors, on voulait complètement éviter la polémique aussi. Je pense que la question de la vie et de la mort et de la joie était plus importante que la question vraiment purement politique, parce que c'est vrai que Charles Trenet était une époque, vous l'avez dit, qu'on confondait l'homosexualité avec les pédérastes, et on a beaucoup confondu des choses. Aussi, son appartenance à la droite ou à la gauche, il a été récupéré par Vichy comme par la résistance. Et c'est en ça que Douce France nous paraissait un peu trop polémique. On n'avait pas envie de mettre le doigt là-dessus parce que ça nous aurait sorti de la joie et de cet accueil général. Et cet accueil, vous le faites dès le début dans la peau de votre personnage. C'est un magnifique spectacle pour passer un très très bon moment et avoir effectivement un grand sourire pendant ces fêtes de fin d'année. C'est donc au théâtre Le Public et ce sera jusqu'à la toute fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre inclus. Nous Merci fêterons beaucoup. le Nouvel An ensemble On avec peut Charles. faire le Nouvel An avec Greg Houben. Ouais, Il y a à votre gauche un livre. Si vous pouvez vous en saisir, Oui. lire la couverture. Est-ce que vous pouvez me dire, sans l'ouvrir, de quoi ça parle et dans quel registre on va se trouver ? Touristique. La côte belge de Knock à la Panne, guide ludique et érudit. Alors oui, on va parler de culture, de la culture de la côte. Oui, j'adore la pochette déjà, les couleurs justement. Là, on est dans la joie quand même là. Eh ben, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On accueille Alain Zenner. Bonjour, M. Zenner. Il y a de la joie. Ah oui. C'est gentil. Alain Zenner, alors votre nom dit peut-être quelque chose aux plus âgés de nos téléspectateurs. Vous avez été avocat, vous avez été le curateur des Forges de Clabec, vous avez ensuite été parlementaire, vous avez eu une carrière politique. Et là, on se retrouve dans un autre registre. D'abord, toutes vos vies du passé, elles appartiennent au passé ou c'est le prolongement de ce passé qu'on va retrouver dans ce livre ? Non, je crois que c'est très différent de ce que je faisais avant. Vous savez, l'écriture, c'est une passion. C'est très vite un tyran, mais c'est une drogue. C'est très agréable d'écrire, c'est une superbe distraction. Et pouvoir se reconvertir comme ça, à certains moments, apporte beaucoup de plaisir. Greg Houben a dit ça ressemble à un guide touristique. Est-ce qu'il est sur la bonne voie ou pas du tout ? Ça ressemble à... Un guide touristique. Ah, alors, c'est un guide dans la mesure où, en quelque sorte, on présente chacune des stations balnéaires de la côte, mais c'est aussi tout à fait autre chose. C'est un échange entre une douzaine d'amis qui traversent la Belgique de frontière à frontière, sur l'estran, le long de la mer, au plus près de l'écume, et qui échangent en fonction de leurs propres connaissances des informations. Ils parlent, là c'est l'aspect guide, ils parlent de l'histoire et des origines de chaque station, de ses personnalités, des trésors artistiques, des gens qui y ont résidé éventuellement, de ce qu'on y trouve comme œuvres d'art. Tous les aspects de toutes ces stations sont décrits. C'est le côté un peu érudit, mais cela se fait dans une conversation amusante, animée, avec des jeux de mots, des traits d'esprit. Et puis, il y a, le long de la côte belge, beaucoup de zones, plus qu'on ne le croit généralement,
qui ne sont pas urbanisés. Alors, ils ne peuvent pas, à ce moment-là, décrire la station balnéaire devant laquelle ils passent. Alors, ils évoquent des thèmes philosophiques, des sujets de société. Ça va de la voiture électrique à Dieu et la mort. Ils passent, par exemple, à Wendune, où vivait Sœur Sourire, enfin, où résidait en vacances Sœur Sourire, l'auteur de Dominique. Elle est morte dans de pénibles circonstances, et ils évoquent alors Dieu, la mort, ils évoquent, en passant en Brédeneux, qui est le paradis du naturisme, le plaisir des corps, la liberté sexuelle. Ils passent à Raverside, où habitait le prince Charles, c'est toute la question royale qui est évoquée. Ils passent évidemment aussi à Lombardside, où il y a une base militaire, mais qui était un centre de camping, et Yann Bucoir consacré un film qui s'appelle Camping Cosmos, à la vie des Belges dans ce camping. Et bon, qu'est-ce qu'on évoque à ce moment-là? C'est la belgitude. Qu'est-ce que c'est que la belgitude? Et puis on arrive par exemple à Brédude, c'est évidemment la décivilisation française, les drames de la France actuelle qui sont à l'ordre du jour. Ouais. Greg Houben, la côte belge, ça vous parle? Comme tous les Belges, vous avez l'un ou l'autre souvenir là-bas ou pas? Oui, moi étant verviétois, on y allait peu souvent, mais ça me parle dans le sens où moi j'adore le bateau. J'ai la chance d'avoir un petit voilier, d'avoir récupéré un voilier, mais qui n'est pas la côte belge, qui est en Zélande pour le moment. Et oui, la mer me parle beaucoup, l'élément me transperce, et je trouve que c'est d'une puissance incroyable. Nous ne sommes plus rien face à la mer. Non, et vous savez l'histoire du voilier qui vogue, qui part, qui atteint l'horizon, on croit qu'il a disparu, mais non, il vient d'apparaître à d'autres. Exactement. Ouais. Alain Zenner, on s'attend peut-être à un guide, et c'est le terme guide ludique et érudit qui nous induit peut-être en erreur sur la couverture. En réalité, c'est un roman. C'est en tout cas un récit, à vous de le qualifier comme vous l'entendez, mais c'est vrai qu'il y a une petite intrigue parce qu'il faut bien cela. Ce sont des gens de nature très différente qui se trouvent assemblés. En fait, au départ, il y a un médecin français qui a hérité de son grand-père d'une villégiature à retranchement, superbe village juste de l'autre côté de la frontière hollandaise. On commence avec des gens plutôt aisés quand même, Alain Zenner. On commence avec des gens aisés, on boit du champagne, c'est décontracté, c'est plutôt la bonne société. Est-ce que c'est aisé? J'espère que tout le monde peut profiter un jour ou l'autre d'une coupe de champagne. D'ailleurs, le champagne, là, vous l'aurez vu, ne se boit pas dans des coupes, mais se boit dans des verres alsaciens. Il y a des raisons à tout cela. Et puis, il y a une historienne de l'art, il y a un avocat, il y a une architecte, il y a deux Parisiennes qui sont là, l'une est philosophe et l'autre littéraire, prof de lettres. Et donc, ils échangent en fonction de leur personnalité, de leur connaissance, de leur profession, et cela fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est un mélange, un mix de conversations d'ordre très varié. Le français, par exemple, les mots, je suis un passionné des mots, je collectionne les mots comme les entomologistes collectionnent les papillons, et il y a donc beaucoup de reprises de termes, d'explications. Il y a aussi des traits d'esprit. Je vous en livre un parce qu'il m'a refrappé en le relisant il y a quelques jours. C'est Louis XV qui rencontre un gentilhomme de sa cour et lui dit « Tiens, monsieur, on m'a dit que vous étiez un homme d'esprit. Est-ce que vous pourriez m'en faire la preuve, m'en livrer la preuve? Maintenant, tout de suite, par exemple, à l'instant, au débotté, à mon sujet, par exemple, dit-il. » Et le gentilhomme, l'homme d'esprit, répond « Sire, Sa Majesté n'est pas un sujet. » Je trouve que c'est un superbe mot d'esprit, mais il y en a des dizaines de ce genre. Je me suis beaucoup amusé. Il y a beaucoup d'érudition. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire des différentes localités de la côte en vous lisant. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu de fiction? Est-ce que tout ce que vous écrivez, c'est quelque chose que vous avez observé? On sait que vous avez fait des vrais guides il y a quelques années, notamment sur Knock. Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'imagination dans ce que vous allez écrire là? Il y a quand même plus de 500 pages et c'est écrit petit. Hein? Oui, mais alors, moi je me plains toujours de ne pas avoir assez d'imagination. J'adorerais écrire un vrai roman, mais je trouve que je n'ai pas assez d'imagination. Non, il y a d'abord des expériences personnelles. Et puis, c'est l'œuvre d'observation, d'une vie d'observation, de lecture, de sentiments.
je suis né à Gand, nous étions gantois, ma famille était gantoise et nous allions, mes parents avaient peu de moyens, nous allions à la mer pour la journée, même parfois simplement pour l'après-midi, et nous découvrions d'abord la briqueterie sur le canal de Damasleus, puis le moulin de Houcq, et enfin on arrivait, c'était l'église Sainte-Marguerite, avant qu'elle ne devienne la basilique qu'elle est aujourd'hui, qui va d'ailleurs être probablement abattue prochainement. Et alors, quand nous passions dans des endroits, mon père nous expliquait ce qui se passait. Par exemple, il y avait 2 douanes à l'époque, une douane belge, à Schapenbroek, un hameau sur la route de Sluis, et une douane hollandaise. Entre les deux, nous disait mon père, c'est le no man's land. Alors, comme enfant, je fantasmais le no man's land, ça n'appartient à personne, ça pourrait m'appartenir un jour. C'est extraordinaire, comme enfant de 5 ans ou de 6 ans. Et je me suis toujours dit, un jour, j'approfondirai tout ça. Et c'est en fait le confinement qui m'en a donné l'occasion. Je venais de publier un traité sur le droit des entreprises en difficulté et les restructurations, 2000 pages, 15 000 notes de bas de page, et je me suis dit, je vais faire autre chose. Et le confinement nous y a forcés. On a été obligés de vivre autrement, d'essayer de comprendre, en même temps de découvrir ces spectacles qu'on nous livrait tous les jours à la télé, les vidéos virales, les plaisirs que s'offraient les gens, par exemple les apéritifs en terrasse, au balcon, pour compenser en fait la tristesse et la crainte de se trouver prisonnier, je dirais, de cette pandémie. Et là, j'ai été frappé de voir effectivement ce mélange, je dirais, d'érudition de sciences, les scientifiques qu'on voyait tous les jours à la télé, qui nous expliquaient ce qui se passait, et en même temps de plaisir, d'aspect ludique, de distraction. J'aurais aimé avoir vu votre spectacle à l'époque, parce que j'aurais beaucoup aimé partager cette joie. Justement, il y a une phrase, une chanson, je ne sais plus laquelle, de Trenet, que j'aime beaucoup sur le bonheur, je crois. Le bonheur est un oiseau volage où il s'en va et il s'en vient. Écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage. Un astre volage. Qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Oui. Il se meurt, il s'efface devant vous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de vous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient. Il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Eh bien, vous donnez de la joie. C'est super. C'est la plus belle du spectacle. Oui, c'est ce que je me disais en entendant que vous jouiez. C'est marrant que vous l'épingliez parce qu'elle me touche. Le bonheur est un peu partout. Il suffit de le prendre, oui, de l'appréhender. Oui, oui. Eh bien, j'apprenais hier qu'on vient de publier un livre sur M. Coué, l'inventeur de la méthode Coué. Oui, oui, oui. Le bonheur est là. Il est là. Il faut se convaincre qu'on peut le trouver. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes à le trouver, malheureusement. Ça demande une petite force de volonté. Il faut aller vers, en tout cas. Oui, il ne faut pas annoncer, il ne faut jamais renoncer. Non. Vous avez l'air de partager la même philosophie. J'ai une dernière petite question, Alain Zenner. On apprend beaucoup de choses. Par exemple, l'essor de la station d'Ostende, l'histoire des différentes stations balnéaires. J'aimerais juste que vous racontiez, parce que ça, c'est pas très connu, qu'au Zout, à côté de Knock, on a cherché du charbon et du pétrole. Oui, oui, vous savez que la famille Lippens est devenue propriétaire en fait de Knock et du Zout à partir, je dirais, de la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française. Et la côte appartenait d'ailleurs à 2 familles, entre le Zuin et, disons, l'avenue Lippens, pour faire simple, c'est ce qui est le plus connu, c'est en fait l'avenue Parmentier, c'était les Lippens. Et de l'avenue Parmentier jusqu'au centre de Haye, c'était les Serwetens. 7 kilomètres, 3,5 de part et d'autre, mais qui n'étaient autre chose que des terrains de chasse qui n'intéressaient pas les gens. C'est quand le train est arrivé que tout cela a été bouleversé, que des terres stériles et incultes sont devenues des boulevards merveilleux, causant des plus-values inimaginables. Mais donc, au Zout, à certains moments, un des Lippens a imaginé qu'il y avait dans le sol des veines de charbon, peut-être du pétrole, comme dans les dunes d'Arabie, parce que Knock se trouve entre les Cornouailles et le bassin du Limbourg. Et on pensait que ces centres, je dirais, miniers étaient reliés en sous-sol. On a creusé
jusqu'à 455 mètres pour essayer de trouver du charbon. On n'a rien trouvé, si ce n'est une source. Une source, et l'architecte Pirenne, à l'époque, a construit une maison à toit mansardé, qui existe toujours. Elle était abattue, mais reconstruite à l'identique après la Première Guerre mondiale, qui existe toujours et qui a servi de salon de consommation jusqu'à ce que la source tarisse en 1930. Et puis, cette petite maison qu'on peut toujours voir quand on passe à l'avenue de la Source, l'avenue qui va de l'avenue du Littoral vers le Hostouk. Brandlaan, c'est l'avenue de la Source à cause de ces travaux, disons, de recherche, d'abord de houille et puis d'eau. C'est ensuite devenu le clubhouse du Golfe. Le Golfe que nous connaissons actuellement avait été détruit pendant la Première Guerre mondiale et on a créé un autre golfe dans la plaine du Lekkerbeek, à cet endroit-là. Et c'est d'ailleurs là que le futur roi Léopold III a rencontré Liliane Bals, la future princesse de Réti. Donc Knock aurait pu être un bassin houlier, aurait pu ressembler au Pays Noir de Charleroi, enfin le Zout aurait pu ressembler au Pays Noir de Charleroi, plutôt que d'être cette terre d'accueil des naïades et des bambins. Voilà, ça c'est un des hasards, les hasards de l'histoire. Ouais. Oui, les hasards de on a l'histoire. compris qu'il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage. C'est très dense. Ça va ravir tous ceux qui aiment la côte ou qui ont envie d'en savoir plus. La côte belge de Knock à la panne d'Alain Zenner, c'est aux éditions Altura. On vous garde tous les deux, mais on va accueillir un troisième invité. Si vous voulez bien, c'est Borénote qui va rentrer sur le plateau. Alors Beau, on va vous proposer de vous présenter. Alain Zenner et Greg Houben ne vous connaissent peut-être pas. Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis un poète. Je traduis ma poésie par plein de biais différents. Donc parfois c'est le cinéma, j'ai un film qui fait sa vie aux États-Unis. Parfois c'est la musique, j'ai produit un album il y a quelques années sous le nom de Biche de Ville. Et puis là présentement ce sera sur un seul en scène. Et spoiler, l'année prochaine ce sera sous mon premier livre. Voilà. Voilà, donc multidisciplinaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant Alain Zenner et Greg Houben ? Est-ce que leur univers vous parle ? Complètement. Et j'adore parce que j'étais pas sûre d'avoir ma place aujourd'hui. Et en écoutant l'un et l'autre, j'ai été touchée par les deux parcours. Et il y a des choses qui résonnent chez les deux. Donc je suis ravie d'être là. Je suis complètement à ma place aujourd'hui. Aussi bien avec dans ton spectacle et ce que traduit finalement Charles Trenet avec le fait de parler de choses graves avec sourire, c'est exactement ce que je fais avec ma musique. Et alors j'ai une petite anecdote par rapport à la mer, parce que moi ce matin, en fin de nuit, donc en fin de rêve, j'ai rêvé que j'achetais mon appartement à la mer et que je me réveillais face à la mer. Et quand j'ai vu ton interview, je me suis dit « Oh, waouh !» Et où était-ce ? Quelle était la station pour vous ? Et alors, c'est drôle parce que du coup, c'était un semi-sommeil et j'étais là, qu'est-ce que je fais ? J'étais au stand, Knock ou Nieuport. Et voilà. On est sûr, ce sera un des trois. Et c'est drôle parce que je m'étais dit qu'avec l'œuvre qui arrive, je voulais m'acheter une cabane. Et là, ce matin, je me suis dit je vais m'acheter un appartement à la mer. Ah bah voilà. Il y a des prémonitions comme ça. On va écouter une intervention de Borénote, on en reparle juste après. On m'a dit de pas parler la bouche pleine, de dire merci, de dire pardon, de me présenter quand je décroche le téléphone à la maison. On m'a dit de me tenir droite et de pas mettre les coudes sur la table. On m'a dit d'être gentille, d'être polie, souriante, aimable. On m'a dit de bien travailler à l'école, de pas faire de vagues. Croise les bras et mets un doigt sur ta bouche. Serre les jambes, enfin tu portes une jupe. On m'a dit d'être jolie, de décoller mes racines, de mettre un peu de maquillage et de porter du noir. C'est pour les garçons ou bleu marine. On m'a dit de pas rentrer trop tard, de pas fumer des cigarettes, mais de pas attendre trop longtemps pour embrasser un garçon sur la bouche. Être encore pucelle à 18 ans, ça commence à faire louche. On m'a dit d'avoir de bonnes notes, de pas tricher aux examens, de faire de grandes études, à l'université ce serait bien. On m'a dit que l'art c'était un hobby et pas un métier. Non mais franchement, va à l'université. On m'a dit que j'étais pas assez belle, que je ne serais jamais mannequin. On m'a dit que j'étais trop grosse, trop grande pour jouer une jeune première.
Je n'avais pas 20 ans. On m'a dit de ne pas tatouer mon corps, de le laisser vierge pour casting, pour faire carrière, être en bonne place dans la vitrine. Dans la vitrine, beau Renote. On a besoin peut-être un peu d'éléments de contexte. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir le premier pas vers moi. On est pendant le confinement, en avril, et je prends cette décision de me raser le crâne. Et je pense que c'est la première fois de ma vie, déjà que je me sens si bien et que je me défais d'une partie de ce qu'on attend de moi. Et donc, parce que je suis une personne trans, et je crois que ça a été une des premières étapes, ce rasage de crâne, pour finalement sortir de la cour dans laquelle tout le monde joue et trouver la cour dans laquelle moi je suis bien. Voilà, c'est un premier bout de la naissance vers qui je suis enfin aujourd'hui. Une des étapes de votre transition, Oui. Pour le dire de manière très explicite. Qu'est-ce qu'on va voir dans le spectacle que vous allez nous proposer à Woluwe-Saint-Pierre bientôt? Eh bien, on va voir mon journal intime depuis 1991. Donc, il y aura des images d'époque, mais voilà, je vais en fait raconter mon histoire à travers mes propres mots. Donc, pas mon histoire, comment moi je la raconte aujourd'hui, mais comment moi je l'ai racontée au fur et à mesure de ma vie, parce que je suis poète depuis que j'écris. Et d'ailleurs, dans mes premiers textes, je dis, quand je serai grand, j'espère que je ferai rêver le monde avec ma poésie, ou que je ferai changer le monde avec ma poésie. Et donc, en fait, on a à la fois des extraits de journal intime pur, c'est-à-dire absolument pas des textes qui ont été écrits pour être vus ou lus, et à plein d'étapes comme ça de ma vie. Et je trouve que c'était important, en fait, de aussi parler du vécu d'une personne qui n'a pas toujours su qui elle était. Je sais qui je suis aujourd'hui. Il y a eu un prémisse à 7 ans quand j'ai demandé à ma maman qu'elle m'appelle Kevin et qu'on me coupe les cheveux courts. Mais dans les années 90, transidentité, non-binarité étaient des mots qui n'existaient pas, des concepts qui étaient complètement flous et même inconnus. Et donc, voilà, pouvoir dire aussi que... pardon, j'ai des troubles de l'attention et... Du coup, je me perds moi-même dans mon récit. C'est très clair. Voilà. Mais donc, ce sera sous forme. Il est émouvant. Ce sera sous forme d'un seul en scène, c'est bien ça? C'est un seul en scène. Oui, voilà, c'est ça. Alors... Et je pense aussi que l'important de tout ça, c'est de raconter quelque chose qui, je pense, est notre parcours à tous. C'est qu'on cache des choses à soi et aux autres pour s'intégrer dans cette société, pour être aimé et pour être reconnu des autres. Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça résonne, ça, chez vous, Alain Zener et Greg Houben? Est-ce qu'on est toujours quelque part tous un peu en représentation? Je n'aime pas la réponse que je vais faire. Mais je crois que oui. Je crois que dans une certaine mesure, certainement, je dirais sur le plan professionnel, à l'âge où on se lance dans une carrière, dans un travail, on est effectivement très, je dirais, bridé en fonction des principes, des règles, du politiquement correct. Et l'un des bonheurs de l'âge, j'évoque le troisième âge, les bonheurs et les malheurs du troisième âge dans mon livre. L'une des chances, je crois, de l'âge, c'est de se découvrir. Vous avez la chance de le faire plus tôt, mais disons, d'autres doivent attendre plus longtemps. Et au fil des années, je pense qu'on mesure mieux l'intérêt d'être le plaisir, le bonheur d'être soi-même. Donc d'abord de commencer à se connaître, et puis d'oser s'affirmer tel qu'on est. Et qu'on nous donne la permission d'être aussi qui nous sommes, parce qu'il y a énormément d'injonctions, notamment sur les personnes qui ont été assignées femmes à la naissance. Il y a beaucoup d'injonctions dans la société, dans l'entourage proche aussi. Il y a beaucoup d'attentes, de choses qu'on ne peut pas faire, de comportements qu'on ne peut pas avoir. Dire sur un plateau que j'ai des troubles de l'attention et me couper moi-même dans mon discours, c'est pas quelque chose qui se fait. Et donc ça aussi, parce que je suis aussi une personne autiste, et il m'a fallu 40 ans pour pouvoir l'accueillir, m'en rendre compte, etc. Et je trouve que c'est important de lever le voile sur tout ça, de
finalement, c'est en ça que l'intime est politique. L'intime, il prouve que nous existons et que nos existences aussi sont légitimes. Et voilà, je pense que c'est important de mettre ça en lumière pour que les personnes en face puissent se reconnaître et se sentir moins seules. On est tous un peu bizarres, on est tous différents finalement. Et on a toujours l'impression qu'il y a la norme et les autres. Mais je pense que, en fait, si tout le monde partageait ce qu'il vit et ce qu'il est vraiment, on se rendrait compte que il n'y a pas de norme en fait. Alors je vous propose... Pour vous aussi, il y a de la joie. Oui, aujourd'hui, il y a de la joie. Alors, je vous propose qu'on retourne un petit peu en arrière, Beau, Oui. avant de vous attaquer à ce seul en scène qu'on pourra voir donc le 13 décembre au Hall. Vous aviez sorti un album et Oui. vous étiez plutôt dans la musique. On va écouter un extrait de musique et on en reparle juste après. D'accord. Les mots sont sur ma bouche, et si je te parle et si tu me touches, les gens trouveront ça louche. Même si nous deux on sait mieux qu'eux, notre envie d'être ensemble, c'est pas une mode, ça brise les codes. Toi et moi ne se conjuguent pas, dans la raison, dans la grammaire, le gazon ne se mange pas. Comment tu le sais, tu l'as goûté, les hommes se mélangent pas. Ah oui, ça je sais, sinon t'es pédé. Je suis plus qu'une fille, je suis plus qu'un homme, un être humain en somme, une somme d'envie. Il plaît aux garçons, il aimerait leur dire non, mais ça le turlupine au fond, il en mangera demain du gazon. Une fille avec une fille, c'est sexy dans les chansons, ça fait bander les garçons, mais ça ne s'avoue pas au fond. Je mets du rouge à lèvres, mes lèvres en disent long, sur le rouge de ma fièvre, de choisir entre être fille ou garçon. C'est parce que tu danses que la nuit chante, c'est parce que tu moves que la nuit bouge. Garçon-fille, je t'aime, ciel en arc versus haine. Garçon-fille, je t'aime, avec plaisir, sans gêne. Voilà, Beau Reynotte. Il est intéressant cet extrait, donc c'était sous le nom Biche de Ville. C'est Oui. une des étapes de votre transition et on mesure que le chemin s'est poursuivi depuis. Oui, bien sûr. Et c'est drôle parce que je pense que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, on a parlé de ce clip, c'était il y a 2 ans. Et le chemin s'est poursuivi, mais le chemin s'est poursuivi dans l'ombre, s'est poursuivi aussi dans la souffrance et dans la douleur. Donc c'est pour ça que je disais que la joie, elle est là aujourd'hui, mais qu'entre-temps, je pense que pour pouvoir ne pas être brûlée par la lumière, j'ai eu besoin d'être dans l'ombre. Ouais. Voilà. Vous aviez quitté un petit peu la scène publique, arrêté la musique, on ne vous voyait plus beaucoup ces derniers temps. J'aimerais, avec Greg Houben, avoir une réponse ou un commentaire sur ce que Beau a dit il y a quelques minutes. On est tous un peu bizarres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Non, pas du tout. Absolument. Bon, je crois qu'on se débat tous avec avec les carcans, c'est vrai, avec ce qu'on attend de nous, ce que la société attend de nous, mais ce que nous-mêmes aussi on attend de nous. Parce qu'on se fout une sacrée pression en général. Dès qu'on est, on doit tous se débattre avec ces Sioran qui disaient de l'inconvénient d'être né. Hein, parce que dès qu'on est, on sait déjà que c'est foutu d'avance. De toute façon, c'est pour mourir. Ben voilà, c'est ça. Donc moi, mon arme, c'est la joie, c'est le partage, c'est les autres. Et puis moi, venant d'un papa musicien qui, avec une certaine qualité, je me suis mis une pression folle en voulant être trompettiste. Et tout mon parcours, moi, ça a été d'enlever toutes ces carapaces, de correspondre à ce que moi j'imaginais que mon père attendait de moi. Donc en fait, c'est en ça qu'on est tous complètement bizarres. Et qu'on est tous singuliers, et qu'on a chacun notre réponse. Et c'est vrai que, je rejoins ce que vous dites, en avançant dans l'âge, il y a un petit bout de la carapace qui s'en va, et puis l'autre, et on découvre des choses en soi qu'on n'imaginait pas, et c'est ça qui est... On enlève les couches de pas soi. Et c'est magnifique. Et je dis, c'est moi ça ? Ah bah tiens, oui, pourquoi pas. Alors, pour terminer, je voudrais vous proposer quelque chose qui n'est peut-être pas prévu. On va retourner chez Greg Houben, mais ça n'a rien à voir avec Charles Trenet, mais je me suis dit que sans cette émission-là, après ce qui vient d'être dit, ça avait sa place. Hey. Oh. Yeah. Rapplique ta bouille. Hey. Tu viens d'où, là, comme ça?
T'es avec ta calèche, là? T'es venu en cheval? Et t'as des porteurs, peut-être? Non, je suis à pied. Hé, grand, Pardon? on n'est pas chez les Aristochats, ici, hein? Hé, on est au 21e siècle, hein, l'artiste. Si tu tentes ta petite main droite, là, il y a un prospectus. Tu fais un petit 180 degrés, tu vas t'asseoir et tu lis ça à ton aise. Et tu me fous la paix, tu me laisses travailler. Ce serait très gentil de ta part. Ton regard oblique quand rien n'est lubrique. Ta maman t'a trop fessé. Ton goût du revers n'a rien de pervers. Et ton bébé n'est pas fâché. Ton Kama Sutra a bien 100 ans d'âge. Mon Dieu que c'est démodé. Le n'est plus ultra en ce paysage. C'est d'aimer les deux côtés. Ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe. Tout n'est que prix à payer. Tu fais des radéos derrière ton ouvrage. Quand mon petit pantalon, debout et de dos sans perdre courage, dénu de tes obsessions. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'aimes que la lune en tête. Mais mon doigt, tu es KO. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un esthète, tu n'as gardé qu'un air bête. Tout est possible. Greg Houben, extrait d'un clip d'un de vos derniers albums, l'avant-dernier ou le dernier, je me rappelle plus. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Hein. Casting de rêve quand même, hein. François Damiens, David Murgia, vous êtes bien amusé à faire ça? J'avoue, je suis coupable. Ouais. Alors il y a le jeu sur le féminin, masculin. J'avais envie de poser ça à Borénot. Vous, Mylène Farmer, est-ce que vous êtes client et est-ce que vous connaissiez ce clip? Alors, cette reprise? Je connaissais pas le clip. J'ai passé un délicieux moment. J'ai envie de le voir en entier. Je m'attendais pas du tout à ça. Évidemment que je connais. Je crois que Mylène Farmer est un peu la mère de toutes les personnes queer. et j'ai grandi en fait quand j'étais enfant dans mes cassettes, parce que je viens d'une époque où nous écoutions des cassettes audio. Et j'écoutais en fait le live d'un des premiers spectacles de concert de Mylène Farmer avec Maman a tort, 2. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fait rêver et où je m'imaginais sur scène à l'époque et tout. Donc oui, je ne m'attendais pas à entendre du Mylène et l'entendre dans ta bouche. Voilà. Et c'est une très très belle reprise avec la voix de Greg Houben qui donne une autre dimension à tout ce qu'il touche d'une manière générale. C'est vrai pour Trenet et donc ça c'est jusqu'à la fin de l'année au Théâtre Le Public. Je vais vous demander, Greg, c'est quoi le prochain projet après Trenet au public? Il y aura d'autres spectacles, un autre album? Oui, un autre album. Je crois que je vais laisser transpirer Charles Trenet dans mes entrailles et qui va ressortir d'une manière transformée. Mais en tout cas, il m'inspire beaucoup, c'est clair. Voilà. Donc ce sera vraisemblablement un nouvel album de chansons, oui. Ouais. On va signaler aussi qu'il y a un enregistrement de ce que vous avez fait avec vos musiciens au public et que vous proposez un disque souvenir, un CD souvenir aux spectateurs qui viendront vous voir au public. Borénot, il y a donc ce Seul en scène, ça ce sera le 13 décembre au Wall, à Woluwe-Saint-Pierre. Il y aura d'autres projets ensuite? Bah évidemment, il y a mon premier livre qui sortira au printemps aux éditions Maelstrom. Ouais. Et on a déjà le titre ou c'est secret? Beach Boy. Beach Boy. Oui, Voilà. moi je fais pas les choses dans l'ordre, donc le Seul en scène tiré du livre sort avant le livre. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sera au printemps. Et alors la même question pour Alain Zenner. Après cette gigantesque somme, il y aura d'autres ouvrages? Oui, mais je vais laisser venir l'inspiration. Je veux dire, pour l'instant, on m'a demandé quelques conférences, quelques détails à livrer, des aspects à éclairer. Et puis, j'espère bien retrouver un thème qui m'intéresse, que je puisse étudier, travailler, voilà. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Voilà, effectivement, il faut la trouver, mais soyons positifs, oui. Je ne doute pas que il y aura vous de la ayez... joie dans le fait de la trouver. Ouais, je ne doute pas que vous ayez tous les trois de l'imagination. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. On va se quitter avec un micro ouvert. C'est Asma Sollista qui va nous interpréter un texte de son écriture, Lorsque les vœux seront des faits.
Est-ce que tu me donnes ta parole ou est-ce que tu vas poser un geste? À l'écoute de tes mots, de nos mots qui souffrent dans ce gouffre entre nous où s'étouffent nos égaux. Ce lien qui s'étire, se déchire mais tient, s'accroche de toutes ses forces, même quand l'écorce est ouverte, quand l'abîme est découverte. De la cime jusqu'aux racines, les épines s'échinent à piquer nos cœurs à vif, à niquer nos peurs qui se leurrent de faux semblants, de mirages, d'images affables, de fables, de contes arabes, des mille et une nuits sans sommeil et sans merveille. De nos âmes qui se fuient, se cherchent et se perdent dans le labyrinthe de nos histoires. Entremêlés dans la mêlée de nos pensées, de tes tourments puissants, puis sans fond où tu tombes dans une chute vertigineuse, t'éloignant du point lumineux de ta propre conscience, de l'absence, du néant. Géant abysse au pied d'argile si fragile qu'il vacille au moindre trémolo dans la voix, de cette voix toute tracée qui s'est pourtant effacée. Sur le sable, son enfant, limace et grimace au soleil, et le sel pique sa peau. Crevasse sa carapace quand les rapaces lui répètent sans cesse ce qu'il veut bien entendre, ce qu'il ressasse et le blesse dans sa forteresse érigée contre le monde, contre lui-même, qui le mène en bateau au gré des marées basses qui s'amassent au fond de lui, au fond de son puissant fond, quand son cœur fond en larmes, que son drame perde son charme et s'acharne contre moi, perd la foi et le nord, crie que j'ai tort et me mord de ses dents de loup qui hurlent à la mort, qui n'est pourtant plus si fort. Il serait peut-être temps de penser les plaies d'arrêter. Oublier, non. Pardonner. Aimer à nouveau. Prendre un nouveau départ dans cette gare où les quais sont usés par les 400 pas. Pas à pas, enfin se passer du passé et aller de l'avant. Choisir un cap, n'importe lequel, juste ne plus rester sur place parce qu'à force, ça fait des années que la glace est figée, que les aiguilles sont arrêtées, que le cœur ne bat plus, qu'il a besoin d'électrochocs pour que la tête ne débloque et que le roc se mue en glu pour recoller les morceaux, récolter les lambeaux et coudre un jour nouveau au fil des aiguilles qui l'ont tant piqué, de ces aiguilles qui avaient perdu le nord. Et la boucle sera bouclée lorsque les nœuds seront défaits. Lorsque les vœux seront défaits. Lorsque les vœux seront défaits, c'était le texte que vous proposait Asma Sollista. Asma Sollista, que vous pourrez bientôt voir au Markten notamment. Et si vous voulez la suivre, il y a les réseaux sociaux. Elle est sur Insta, sur Facebook, sur Spotify aussi. Asma Sollista, c'est le nom de code pour la trouver dans les moteurs de recherche. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.